n'est pas une cérémonie ou la célébration d'un anniversaire. On a voulu la faire de manière non hagiographique, ce n'est pas une cérémonie. On veut discuter des problèmes d'une révolution, des aspects et contradictions d'une révolution, ce matin. Et puis cet après-midi, dans les deux autres forums parallèles, dans ces deux salles, parler des balises et du bilan critique laissé par cette révolution. Et on terminera par une table ronde finale en fin d'après-midi, vers 16h30, sur que reste-t-il d'octobre 17 aujourd'hui, avec des points de vue qui peuvent être très différents, mais le but c'est justement d'avoir des points de vue différents dans cette discussion et d'échanger en respectant les opinions des autres et en sachant que même si on pense qu'on a raison, on n'a pas forcément la vérité infuse sur tout, et donc on peut discuter ensemble entre gens qui n'ont pas forcément la même origine politique, intellectuelle, mais qui se respectent parce que tous ont quelque chose à voir avec la révolution d'octobre. Voilà, donc on va commencer. Je passe la parole à Catherine pour commencer. Chacun a un micro, il n'y a pas de problème. Ça marche ? Pour un quart d'heure. D'accord. L'intitulé exact de mon intervention, c'est « Des soviets à l'autogestion, de la Russie à la Yougoslavie ». Et je voudrais en quelque sorte encadrer cette intervention par deux citations qui sont directement dans le sujet. La première, je la prends d'un ouvrage qui vient de sortir en français d'Ariq Ali, centré sur Lénine, mais la citation porte sur le soviet, mon sujet, et les soviets tels que nés en février-mars au cœur de ce qui a été l'acte fondateur, et c'est le point que je veux souligner, de la révolution d'octobre, à savoir, et je lis ce qu'il dit, le premier acte politique qui suit l'abdication du tsar est la constitution de soviets d'ouvriers et de soldats qui prennent le contrôle des événements. Le 1er mars 1917, le soviet de Petrograd émet son décret numéro 1. Toutes les unités militaires doivent conserver leurs armes, élire des représentants, exercer pleinement leurs droits politiques. En un tournement, dit Ariq Ali, en un tournement, le soviet a rendu quasiment impossible l'émergence d'un État bourgeois post-féodal traditionnel. Sous la pression populaire, le monopole légitime de la violence est passé aux soviets. Ce faisant, je veux souligner quelque chose qui est également repris par certains articles, notamment dans la revue Contretemps, notamment par Lars, soulignant la dimension anti-classe possédante, je dirais démocratique anti-bourgeoise, de février-mars, contrairement à des présentations plus traditionnelles qui parlent en quelque sorte d'une étape démocratique bourgeoise. Cet acte fondateur soviétique appuyé sur les classes dominées et prenant au cœur un enjeu fondamental de pouvoir, à savoir l'armée, n'est pas encore la prise totale du pouvoir, mais plus qu'un embryon. La deuxième citation, je la prends en 1971. 1971, c'est un anniversaire majeur, bien sûr, de la Commune de Paris. Mais cette citation, elle est issue du deuxième congrès des autogestionnaires de Yougoslavie. Et c'est le dirigeant, le président du Conseil de la Confédération des syndicats de Yougoslavie qui parle. Nous tenons le deuxième congrès de l'autogestion. Je précise que le premier s'était intitulé Congrès des conseils ouvriers et qu'il s'est tenu en 1956, après l'écrasement de la révolution des conseils ouvriers de Hongrie, et pour manifester en Yougoslavie, sous l'impulsion de la direction des communistes yougoslaves, Tito et Kardelj notamment, que la problématique autogestionnaire et des conseils ouvriers n'était pas seulement yougoslave, et que ce qui s'était présenté comme une déstalinisation avec le 20e congrès de Khrouchtchev
n'était pas la fin de la politique hégémoniste soviétique. Alors voici les propos liminaires de ce deuxième congrès. 2 décennies après la promulgation de la première loi qui a marqué dans notre pays le début de la mise en œuvre de la devise socialiste séculaire, les usines aux ouvriers, car c'est en 1951 que les droits autogestionnaires, le système, c'est encore autre chose, mais sont introduits dans la constitution yougoslave après la rupture avec Staline de 1948. 3 décennies après la formation par notre peuple insurgé, il s'agit de la révolution contre le fascisme et l'impérialisme, 3 décennies après la formation par notre peuple insurgé des premiers détachements armés et des premiers organes du nouveau pouvoir populaire, 5 décennies après la publication du célèbre décret de Lénine sur le contrôle ouvrier, qui devait être exercé dans les usines nationalisées par les travailleurs eux-mêmes, soit directement, soit par les soins de leurs représentants élus, et 100 ans après la proclamation de la Commune de Paris, lorsque pour la première fois dans l'histoire, l'ancien pouvoir dut céder la place à l'autonomie des producteurs, nous ouvrons ce congrès de l'autogestion, des autogestionnaires. Alors, en réalité, la spontanéité du questionnement qui est le nôtre et qui est le mien dans cette introduction, c'est évidemment la combinaison face à une crise mondialisée du capitalisme comme système intervenant dans la guerre et au plan économique et financier à l'échelle internationale, face à une révolution qui est confrontée non pas simplement aux contradictions de ce qu'était la formation sociale russe, mais à ce qu'il projetait le système capitaliste mondialisé, les tâches d'une révolution, à la fois politique au sens plein, y compris du pouvoir militaire et du pouvoir d'État, et quel État, et économique. Alors sur le premier enjeu, le soviet des soldats ouvriers paysans symbolise, nous, comme dans la révolution yougoslave, l'alliance profonde des ouvriers en position minoritaire socialement dans cette société-là, dans les 2 sociétés, et des paysans en masse organisés et armés, avec, en l'occurrence, un parti communiste qui va pousser cette organisation jusqu'à une prise de pouvoir. Mais l'économie, elle, la transformation de l'économie, elle est quelque chose d'infiniment plus difficile à réaliser et sur lequel il n'y a aucun modèle, aucune préparation et évidemment des idées souvent fausses et des tragiques erreurs. Mais l'enjeu fondamental exprimé par l'auto-organisation des travailleurs russes, ouvriers et paysans, et qui est exprimé notamment par Marc Ferro au travers de tout ce qu'il nous rend compte dans son histoire de la révolution russe sur les cahiers de doléances, c'est notamment un enjeu de dignité. Et je voudrais souligner que dans la période de 71-90 de la Yougoslavie en crise, car ce deuxième congrès d'autogestion n'est pas un congrès de réussite, c'est un congrès de confrontation à une crise profonde du système yougoslave. Et ce qui émerge, y compris à la fin de la crise yougoslave, dans les enquêtes auprès des ouvriers sur ce que leur a apporté l'autogestion, c'est la notion de dignité qui émerge fondamentalement, avec en même temps une incapacité à contrôler réellement et de façon cohérente l'économie. Alors pourtant, Marc Ferro souligne, face à la révolution russe, des logiques spontanées, autogestionnaires notamment. Comme il est particulièrement sensible à ça, voilà ce qu'il dit. Contre le sabotage des patrons, les ouvriers répliquèrent en appliquant à l'usine le modèle campagnard qui leur était familier, soulignait-il. L'Assemblée générale des ouvriers correspondait à l'obchestvo, la gestion collective était une forme de mire ou d'artel, le conseil des anciens dont dérive le comité d'usine
et qui est une transcription des habitudes du village, dit-il. Un collectif d'usines en appelait à un autre, comme un village à un autre. Ces ouvriers voulaient devenir les maîtres de l'usine à la façon dont ils jugeaient, comme vieux, jeunes paysans, que la terre devait appartenir à ceux qui la travaillent. Quelque chose que la commune évoquée par Éric actualisera également à l'encontre d'une vision simplificatrice du rôle des paysans et de ce que sont les paysans dans la révolution russe et mondiale, présentés d'une façon unilatérale comme petits bourgeois, avec une dimension, donc y compris là, autogestionnaire, nourrissant, y compris la force dans les petites et moyennes usines de quelques embryons d'un mouvement autogestionnaire, d'autant plus vivace, dit Marc Ferraud, que l'usine était plus petite, car les modalités de prise en charge paraissaient à portée de main et la participation de tous assurée. Il continue, cela n'était pas le cas, et ça souligne un enjeu majeur, pour les usines géantes, celles qui étaient notamment au cœur des métropoles de la Russie, qui, vu leur importance, prirent la tête, et c'est la tête symbolique, politique, du mouvement des comités d'usine, sans être pour autant autogestionnaires. Là, les ouvriers jugeaient l'autogestion utopique et privilégiaient la notion de contrôle ouvrier, comme un système de modalités dont ils seraient les gardiens. Je cite toujours Ferraud, « Ce contrôle les garantirait contre les abus, les protégerait contre le chômage, sans doute plus encore et ferait d'eux, dans l'usine, les participants dotés de droits, non sans basculement, vers la gestion ou l'exigence, par en bas, de nationalisation, associée à un État des soviets face aux lockouts patronaux. » Vous avez de façon synthétique là des enjeux majeurs. Quel contrôle ouvrier dans ce contexte et quelle politique des partis face à ces sentiments spontanés qui, comme vous le voyez, n'expriment pas sous la forme idéologique avec des ismes un projet socialiste, mais expriment cette radicalité de dignité et de droits fondamentaux, d'exigence, y compris de protection de droit à l'emploi, comme fondamentalement associé aussi à l'hypothèse que ceci pourrait être garanti, notamment dans les grandes usines, par des nationalisations telles que seul un État des soviets et la révolution d'octobre pouvaient garantir. Avec les conseils ouvriers, alors on a un basculement. Les conseils ouvriers sont dans une logique de contrôle et opposés à une logique syndicale avec, pour les bolcheviks, une attitude de différence vis-à-vis de ces comités ou vis-à-vis des syndicats, dans la lutte contre et puis ensuite dans la lutte pour. Dans la lutte contre le système existant, les syndicats qui sont priorisés par les bolcheviks dans une logique de soutien à un système qui devrait être capitaliste et ne rester que capitaliste, sont relativisés par rapport à une logique de contrôle ouvrier qui est avec une dynamique de contrôle contre les patrons qui procèdent au lockout et donc avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ensuite, on passe effectivement avec Octobre et son décret, je n'ai pas le temps de relire, qui donne au contrôle ouvrier une institutionnalisation au sens d'un soutien par l'État pour la généralisation de l'ouverture de tous les livres de comptes et du contrôle de tous les comportements des patrons, avec un espoir bolchevique que ces patrons resteraient sagement d'une certaine façon, mais sous la pression ouvrière et celle d'un État ouvrier, pour gérer les entreprises, avec l'idée qu'on ne pouvait pas passer directement en quoi que ce soit à l'organisation socialiste de l'économie. Puis ensuite, il y a non seulement la guerre civile et le contexte de sabotage, mais donc la nécessité et la possibilité dans la guerre et dans ce contexte-là de passer à une autre étape. Alors je voudrais souligner que la logique autogestionnaire de type anarchiste n'était en réalité pas non seulement prédominante, mais tout à fait marginale.
Marc Ferro le souligne, et les anarchistes russes eux-mêmes le soulignent dans des textes que vous pouvez trouver sur leurs archives, en montrant que leur faiblesse dans la révolution russe n'est pas fondamentalement liée à la répression bolchevique, mais au fait qu'ils étaient totalement impréparés au passage de la lutte contre à la lutte pour. Je n'ai pas le temps de citer, et je pense que c'est le même problème auquel se confrontent les anarchistes et les marxistes. Comment organiser une telle société complètement démantelée? Comment passer effectivement d'un contrôle ouvrier usine par usine à une organisation indispensable de l'économie à une échelle nationale, avec tout ce que ça implique du point de vue des matières premières, des liens entre entreprises, de la construction d'un État capable de résister au plan interne et international. Alors je fais un saut, puisque je n'ai pas le temps d'aller plus, vers l'expérience autogestionnaire yougoslave. Pourquoi je regarde cette expérience avec les yeux de l'expérience yougoslave? Parce qu'elle ne prétend pas apporter de solution, mais elle prétend reprendre le fil que Lénine exprimait dans l'État et la Révolution, à savoir celui de l'actualité, mais sans recette, de l'expérience de la Commune de Paris, en réponse aux agressions sociales, militaires et économiques de la bourgeoisie organisée du local au planétaire et en crise. Et face à cela, les marxistes yougoslaves avaient autant de défiance face à une conception de l'autogestion entreprise par entreprise de type anarchiste qu'en avaient les bolcheviks. Et ils étaient confrontés, comme d'ailleurs les anarchistes le sont, et comme les marxistes le restent, à la nécessité de l'organisation de l'économie qui donne toute sa force à l'organisation des travailleurs au sein bien sûr des entreprises, comme pour les paysans, des terres où ils travaillent, mais qui se pose évidemment les problèmes de l'organisation cohérente d'une économie. Et sur cela, la délégation de pouvoir vers un parti est spontanée du côté des ouvriers. Et elle, d'une certaine façon, la demande d'une nationalisation sous contrôle d'un État, elle reste spontanée, elle est à l'ordre du jour dans les révoltes en Argentine aujourd'hui, et elle est compliquée. Quel État, quel parti? Et c'est là que le substitutisme dramatique et le totalitarisme ensuite de type stalinien s'engouffrent quand il s'agit d'organiser effectivement la société à une échelle globale. Sauf que en 71, et donc on y reviendra dans la discussion, précisément les communistes yougoslaves et les marxistes yougoslaves, les mouvements syndicaux et les jeunes qui manifestaient dans la rue en 68 et 71 dans le juin 68 yougoslave, réclamaient l'autogestion de bas en haut contre la bourgeoisie rouge pour une planification autogestionnaire qui soit une réponse sur une troisième voie à inventer, à la fois à l'aliénation des conseils ouvriers et de l'autogestion face à un État parti substitutiste et face à un marché qui les met en concurrence et qui détruit tout pouvoir autogestionnaire et toute cohérence, et donc par conséquent avec la nécessité d'une organisation qui ne soit pas seulement celle d'ailleurs des producteurs comme producteurs, mais producteurs et paysans, producteurs consommateurs, producteurs hommes et femmes à toutes les échelles où l'économie doit être organisée. Merci Catherine. Je vais évoquer une petite utopie qui est née en Ukraine au début 1919, en pleine guerre civile. Alors on est dans l'est de l'Ukraine, au sud de Kharkov, dans une région qui a un statut national assez mélangé, c'est-à-dire que les gens du coin, même dans les campagnes, parlent quelque chose qui est du mauvais russe et du mauvais ukrainien, qu'on appelle du sourgik. Et c'est sans doute d'ailleurs pas un hasard si c'est tout à côté de la région que je vais évoquer, qu'avait commencé les mouvements séparatistes en 2014. Et donc, début 1919, guerre civile, 33 communes sont créées dans un petit district autour d'un gros bourg qui s'appelle Izium. Ces 33 communes, c'est 1845 personnes. Et ces communes sont créées entre le mois de février 1919 et le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'une commune?
On a conservé des règlements intérieurs qui proclament que tout appartient à tous et dans la commune, personne ne peut désigner une chose comme la sienne, à l'exception des objets de consommation personnels. Dans la commune, chacun travaille selon ses forces et reçoit selon ses besoins, dans la limite des possibilités économiques du collectif. Le travail se fait en commun, et c'est même précisé en commun, entre parenthèses collectivement, histoire que ce soit bien clair. La commune organise l'alimentation sociale dans des réfectoires communaux, le régime de décision est centré sur des assemblées générales qui ont tout pouvoir de définition du règlement intérieur, de l'organisation de l'activité économique et sociale, et qui élit un conseil de la commune qui est responsable devant cette assemblée générale. Alors ces 33 communes, elles sont, derrière ces principes généraux, elles sont très diverses. Déjà par le nombre de gens qu'elles mettent en jeu. La plus grosse commune fait 250 membres, par contre la plus petite a 3 membres. En fait, c'est un couple et un cousin du mari. Donc là, on est vraiment à la limite entre une expérience collectiviste et juste un groupement familial. Les noms choisis par ces communes donnent aussi une idée de la diversité des inspirations. La commune de 3 membres dont je parlais s'appelle évangélique, c'est-à-dire qu'ils sont a priori pas trop sur des bases marxistes. On trouve aussi une commune Shevchenko du nom du grand poète national ukrainien. Une commune Rosa Luxembourg, on est en février 1919, c'est-à-dire que Rosa Luxembourg a été assassinée 3 semaines plus tôt. Plus 2 communes qui s'appellent Lénine, une commune Trotsky, une commune Rakovski, et puis quand on voit un peu le nom des communes, on a l'impression de voir un petit soviet de village avec les portraits des chefs sur le mur. Une commune Kronstadt, alors on est en 1919, donc il ne s'agit pas du Kronstadt de 1921, il s'agit bien du Kronstadt de 1917, c'est-à-dire le premier endroit où a été déclaré le pouvoir des soviets dès juin-juillet 1917, c'est-à-dire quasiment 6 mois avant la révolution d'octobre. On trouve 2 communes de Paris, la première et la deuxième, et celle qui s'appelle deuxième de commune de Paris a tendance dans sa correspondance à considérer que la première c'est celle de 1871, c'est-à-dire à s'inscrire comme les continuateurs des révolutionnaires parisiens, et y compris une commune Victoire-sur-le-Capital. Alors les communards, c'est des paysans extrêmement pauvres, très souvent des ouvriers agricoles, ce qui dans la société de l'époque, grosso modo, est ouvrier agricole jusqu'à ses 25 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se mette en ménage. C'était à peu près normal. Par contre, quand on restait ouvrier agricole plus longtemps, ça voulait dire qu'on était stigmatisé dans le village, à la limite de la marginalité. Donc c'est des gens qui, la plupart du temps, ne possèdent pas de terre ni aucun matériel. Le taux d'analphabétisme est largement, et d'illettrisme est largement supérieur à ce qu'il est dans la société paysanne. C'est-à-dire qu'on est à des 60% d'analphabètes et d'illettrés, alors qu'à l'époque, dans la paysannerie de la région, on est plutôt à 50%. Et encore, ces chiffres-là recouvrent d'énormes disparités. Chez les femmes, d'après ce que j'ai pu collationner, on est à 80% d'analphabétisme, c'est-à-dire de femmes qui ne sont, par exemple, même pas capables de dessiner leur nom de famille pour signer au bas d'un acte. Et c'est comme ça que j'ai pu établir qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. Ensuite, alors ces communes, elles ont été un peu évoquées par Lénine, mais y compris d'ailleurs par Rosa Luxembourg dans son texte sur la révolution russe, où elle dit, à la suite de ce qui a été beaucoup dit chez les soviétiques et jusque dans les années 70 et 80, que souvent les communes étaient faites de chômeurs des villes qui venaient s'installer, faire leur tour à la terre, alors que là, c'est absolument pas le cas. Sur les 33 communes, il y en a 3 qui sont composées d'ouvriers urbains, mais en fait, c'est des mineurs du Donbass qui ont été évacués parce que le Donbass a déjà été repris par les troupes blanches. Tout le reste des communes est constitué de pauvres du village lui-même. Le rôle des femmes dans ces communes est extrêmement marquant, c'est-à-dire qu'elles sont électrices,
ce qui n'était pas le cas dans la communauté paysanne, l'Obchina. Elles sont éligibles et un certain nombre d'entre elles occupent des postes de responsabilité. Alors c'est souvent des femmes de militants, mais ça correspond aussi au fait que du coup on peut supposer que c'est des femmes qui savent lire et écrire et que c'est pour ça que du coup elles peuvent assumer un certain nombre de responsabilités. Et y compris dans le cadre des communes, il y a des discussions sur les tâches quotidiennes et par exemple le soin des enfants, avec une commune qui décide après débat que ce soit bien les femmes qui s'occupent des enfants, mais en stipulant que c'est sur la base de leur expérience et que s'occuper de nourrissons n'est pas quelque chose qu'on sait faire naturellement. Et donc, pour l'instant, les femmes sont les plus à même d'accomplir cette tâche, qui sous-entend quand même qu'on peut imaginer autre chose. Alors, c'est un phénomène qui est marginal. Hein, sur le district que j'ai étudié, c'est 0,5% de la population. Néanmoins, c'est quand même tout à fait remarquable. Comment est-ce que ça a été possible? Alors, la première hypothèse, ce serait de rattacher ce mouvement des communes justement à la communauté paysanne, l'Obchina, et au mouvement populiste, alors populiste au sens des mouvements révolutionnaires russes de l'époque, hein, rien à voir avec l'acception contemporaine du terme, à savoir l'idée d'un socialisme paysan qui serait justement fondé sur ces habitudes communautaires existant dans les villages. Alors ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, cette communauté paysanne, c'est largement un artefact, une construction à la fois de l'État tsariste, de la noblesse et des intellectuels qui se sont penchés dessus. De plus, cette communauté paysanne est foncièrement inégalitaire et patriarcale. Et d'ailleurs, ça continuera même sous l'étiquette soviétique. Il y a eu des études de fait, par exemple, sur les élections dans les soviets de village. Et les soviets de village correspondaient à la communauté villageoise. Jusqu'au milieu des années 20, le taux de participation aux élections est de l'ordre de 40% des adultes. C'est-à-dire que ne votent que les hommes, propriétaires, chefs de famille. Les femmes sont exclues, les pauvres sont exclus. De plus, les populistes, donc les socialistes révolutionnaires qui étaient les héritiers de ce courant politique, en 1917 ne sont plus du tout partisans d'un socialisme paysan. Ils sont pour le partage des terres, ce qui revient à favoriser l'émergence d'une petite propriété. Donc si on ne peut pas chercher une origine de ce côté-là, peut-être faut-il la trouver du côté des anarchistes. De ce point de vue-là, on aurait un début d'argument avec les mémoires de Nestor Makhno, où il raconte la mise en place de communes à Gouliaï-Polier dès 1918, et y compris quand il rencontre Lénine en juin ou juillet 1918 à Moscou. Ils ont tout un dialogue justement sur est-ce qu'on est préparé à l'avenir ou pas, et quand Lénine commence à titiller Makhno sur le thème « vous êtes des rêveurs », Makhno répond à Lénine « comment ça des rêveurs ? En Ukraine, les communes ont été mises en place par les anarchistes et elles sont implantées dans les villages, alors que vous, les bolcheviks, vous en êtes totalement éloignés, que vous n'avez jamais été capable de faire des choses comme ça. » Le problème, c'est qu'à l'époque où les communes dont je parle, début 1919, ont été mises en place, Makhno et les makhnovistes ne sont plus du tout sur cette ligne-là. Ils sont sur la même ligne que les populistes, à savoir un simple partage des terres. Et quand on consulte un peu Makhno, Archinov, Volyn, etc., on trouve la trace de 4 communes sur un territoire qui représente à peu près un tiers de l'Ukraine à ce moment-là, alors que sur mon petit district qui doit représenter, je ne sais pas, 3% du territoire, j'ai 33 communes et il y en avait à peu près 200 à l'époque. Donc les communes ressortissent d'une initiative des bolcheviks. Comment expliquer ce paradoxe de voir des marxistes s'appuyant sur la classe ouvrière urbaine devenir les chantres du retour à la terre et du collectivisme rural? Alors déjà, ça a commencé autour de l'été 1918, quand pour essayer de régler les problèmes de ravitaillement, les bolcheviks se sont dit qu'il valait mieux avoir une agriculture socialiste plutôt que d'essayer de ponctionner les petits propriétaires privés par les réquisitions. Ça va de pair avec une radicalisation des bolcheviks à l'époque, qui voit une inflation du terme de commune. La région de Petrograd s'appelle la commune du Nord, on vous parle de communes de consommation, de communes de production. Et dans ce mouvement de radicalisation
des bolcheviks, qui est par exemple sensible dans la brochure l'ABC du communisme, les communistes ukrainiens ont un rôle particulier. Alors que l'armée allemande vient de sortir d'Ukraine fin 1918, l'armée rouge et les communistes ukrainiens avancent en s'appuyant sur l'insurrection paysanne, et ils font une révolution un peu par ordonnance, si je peux me permettre, à savoir que quand on regarde dans les archives, il y a des monceaux de brochures expliquant quoi faire dans chaque situation, comment mettre en place un comité révolutionnaire, comment mettre en place un soviet de village, comment mettre en place une commune, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un vadémécum à suivre. C'est dans ce cadre-là que les communistes ukrainiens décident de donner les terres réquisitionnées aux grands propriétaires, aux pauvres des villages, au lieu de les partager entre les petits propriétaires. Ce radicalisme va attirer aux bolcheviks ukrainiens les militants les plus déterminés, et y compris va couper l'herbe sous le pied de ce point de vue-là de la gauche nationaliste ukrainienne qui était très présente. Et à ce titre-là, il est intéressant de remarquer que c'est aussi un radicalisme des bolcheviks ukrainiens sur le terrain national. Le principal leader bolchevique de l'époque en Ukraine, c'est Piatakov, qui est sur des positions luxembourgistes, c'est-à-dire contre le droit non pas le droit des peuples en général, mais en tout cas contre la constitution d'une Ukraine indépendante. Et habituellement, on a tendance à opposer le Piatakov luxembourgiste au Lénine qui défend le droit à l'autodétermination. En tant qu'historien, moi je présenterais les choses d'une autre façon, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait le devoir des communistes métropolitains de combattre leur propre État en défendant le droit à la sécession des peuples périphériques, mais en même temps il y avait le devoir des communistes locaux de combattre pour l'unité de tout le prolétariat contre les aspirants au rôle de classe dirigeante locale, à savoir les nationalistes ukrainiens qui à l'époque étaient officiellement d'ailleurs sur un programme marxiste. Et de ce point de vue-là, il y a une situation qui est quand même assez intéressante, où on voit les bolcheviks ukrainiens constitués en parti national mener une politique communiste en prenant appui sur les couches les plus pauvres. Alors que dans la suite du XXe siècle, on verra au contraire des partis communistes mener une politique étroitement nationale en prenant l'union de diverses composantes du peuple et non pas du prolétariat contre toutes les couches possédantes, y compris de petits propriétaires. Alors tout ça, c'est fort mal terminé, parce que si les communes étaient peu nombreuses, elles ont au moins servi de ralliement à la paysannerie en révolte contre les bolcheviks, au cri de « à bas la commune », voire « à bas la commune juive », parce que la réaction qui s'est développée dans toute l'Ukraine et qui a porté la remontée des armées blanches s'est effectuée contre les pauvres et les communistes, contre les femmes, et particulièrement contre les juifs. Il faut savoir qu'en 1919, on a assisté au plus grand massacre antisémite de l'histoire jusqu'à l'extermination nazie. C'est-à-dire que 100 000 juifs ont été massacrés en Ukraine à cette époque-là. Et en fait, c'est toutes les catégories qui étaient en cours d'émancipation qui ont fait l'objet de ce retour de bâton de la part de la communauté paysanne, comme je le disais, pauvres, femmes et juifs. Un an plus tard, les bolcheviks ont repris l'Ukraine. Alors, on peut dire que c'est une victoire militaire, on peut à la rigueur dire que c'est une victoire politique, mais par contre, socialement, c'est clairement une défaite, il n'est plus question de commune. Et y compris, sans anticiper sur ce que va dire Jean-Jacques, le renforcement de l'appareil soviétique, c'est en partie une réponse à la nécessité de tenir ensemble des forces extrêmement disparates, y compris au sein des classes populaires. Et de plus, tous ceux qui auront mené cet assaut extrêmement radical au niveau social dans les années 1919 vont vivre la période des années 20 très mal, comme une défaite, comme un recul, et c'est dans ces milieux-là que le pouvoir stalinien pourra assez massivement recruter en 1929-1930 sur les programmes de collectivisation et d'industrialisation, ce qui est évidemment tout à fait dramatique pour l'avenir de l'URSS. Alors en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que cette expérience a été possible grâce au rôle d'un parti, et y compris dans son aspect le plus militarisé, qui a eu une attaque contre toute forme de propriété, et y compris toute forme de domination existant au sein des classes populaires, que ce parti, tout militarisé qu'il était, s'appuyait sur les classes les plus pauvres, et pour reprendre la phrase d'un écrivain ukrainien de l'époque, sur un prolétariat sans phrase ni poésie qui fait avancer l'histoire à grands coups de fouet, et que ça a permis de lutter contre tous les facteurs d'ordre, qu'ils soient ordre national ou social, en permettant le désaffût
l'assujettissement de l'individu grâce à la constitution d'un collectif nouveau, n'ayant strictement rien à voir avec des communautés passées largement fantasmatiques. Bien, bonjour. Alors, la révolution de février engendre en Russie, pendant les premières semaines, une atmosphère d'euphorie que Lénine traduira à sa manière en affirmant à son retour dans le pays en avril 1917 que la Russie est alors le pays le plus libre du monde. Ce qui ne durera pas très longtemps. Et malgré cela, on peut dire que la guerre civile commence en Russie dès le 27 février 1917, c'est-à-dire dès le jour où se constitue à la fois le gouvernement provisoire du prince Lvov et le soviet, d'abord autodésigné, et puis ensuite qui sera formé de délégués élus dans les unités de soldats et dans les usines. Et c'est la première vague d'une guerre civile, même si peu de gens s'en aperçoivent. Enfin, Lénine, lui, s'en aperçoit de Zurich, où il est installé. Et parce que ces deux formes de pouvoir qui apparemment coexistent, car c'est la politique de ceux qui dirigent le soviet, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, expriment en réalité un antagonisme politique déjà profond, même s'il est souterrain pour le moment. Et cela se marque par exemple dans la manière dont réagissent un certain nombre de représentants de la réaction, des monarchistes déçus par l'abdication de Nicolas II. Par exemple, le député ultramonarchiste Shulgin évoque dans ses souvenirs l'impression que lui a faite l'entrée de la foule des manifestants dans la Douma le 27 février, juste avant l'installation du soviet. Et il dit « Ces égouts humains déversaient dans la Douma un flux infini et intarissable de visages toujours nouveaux, mais malgré leur multitude, ils avaient tous la même expression, celle ignoble de bêtes abruties ou celle non moins ignoble de petits démons haineux. Des mitrailleuses, voilà ce qu'il fallait. Je savais que seul ce langage était compris par la rue, que seul le plomb pouvait faire rentrer dans son terrier la terrible bête qui s'en était échappée. N'importe quoi, plutôt que de voir l'horrible visage de cette ignoble foule, que d'écouter ces abominables discours, que d'entendre le mugissement de cette lâche populace, des mitrailleuses, qu'on nous donne des mitrailleuses. Eh bien, on les leur donnera dans quelques mois seulement, mais c'est déjà, je crois, très clair sur la réalité de la situation politique dans ce pays. D'abord masquée par la politique de collaboration des mencheviks et des socialistes révolutionnaires, appuyée sur le fait que le parti bolchevique, en 1917, qui ne s'appelle pas d'ailleurs parti bolchevique, il s'appelle Parti ouvrier social-démocrate de Russie, parfois avec un petit b entre parenthèses, ne comporte qu'un petit nombre de militants, 1 millier à Petrograd, moins d'1 millier à Moscou, et ailleurs quelques groupes de dizaines de militants ici ou là. Bien sûr, dans l'euphorie de la révolution, dans la politisation qui s'empare des masses, tous les partis vont recruter très rapidement, les bolcheviks moins que les autres, puisque les autres dirigent les soviets. Deuxièmement, les socialistes révolutionnaires ont eu des méthodes de recrutement qui pourraient rendre jaloux Jean-Luc Mélenchon. Quand ils arrivent dans un village, ils font voter l'Assemblée du village sur l'adhésion aux socialistes révolutionnaires, ils lèvent la main, il suffit que la majorité lève la main, et tout le village est considéré comme adhérent du Parti socialiste révolutionnaire. Ils font la même chose dans les unités de soldats, d'ailleurs, ce qui aboutit à 1 million d'adhérents au bout d'un certain nombre de semaines. 1 million d'adhérents, dont évidemment une bonne partie ont un caractère fictif prononcé. Alors la guerre civile se développe au fur et à mesure que le conflit entre les classes sociales s'aiguise. Alors je ne vais surtout pas en faire un récit, sinon ça serait très vite ennuyeux, puis en 15 minutes résumer 3 ans de guerre civile, c'est un exercice impossible, même pour un poète dense comme Mallarmé par exemple. Alors, on peut dire qu'elle passe par divers stades, dont le plus important est sans doute d'abord l'échec de la tentative par la bourgeoisie de reprendre en main une situation qui lui échappe dans la mesure où, sous le poids de la guerre continue, le pays se disloque. Le pays se disloque, les soldats ne veulent plus se battre, l'armée entière ne veut plus se battre, c'est ce que dit le général Denikin. L'armée ne voulait plus des buts de guerre.
les soldats comme les officiers d'ailleurs. Deuxièmement, le chômage s'accroît, les transports sont paralysés. Le 19 août 1917, le ministre des Transports dit les transports à l'automne cesseront de fonctionner, donc la famine régnera. Un Manchevi s'indigne alors, et voilà, on nous dit ça, mais on ne prend aucune mesure. Donc, seules des horreurs nous attendent, effectivement. Seules des horreurs les attendent. Lorsque le chômage s'accroît, la moitié des ouvriers sont licenciés de leurs usines, avec parfois une volonté politique de lock-out pour les intimider, parfois l'utilisation d'une réalité, à savoir qu'il arrive de moins en moins de ravitaillement, de moins en moins de charbon, de moins en moins de minerais. Le pays est confronté à une situation dans laquelle l'armée consomme les 4/5 de la production de pain, de volaille. Il y a 2 jours de vivres à Pétrograd, de réserver à Pétrograd la veille du deuxième congrès des soviets, au cours duquel les bolcheviks prennent le pouvoir. Ce deuxième congrès est lui-même un élément de guerre civile dans la mesure où la direction sortante, menchevique et socialiste révolutionnaire, arrivant à ce congrès, commence par le présider. Seulement, le congrès se déroule mal pour eux, il faut savoir que lors de l'élection du présidium, ils sont largement mis en minorité. Ils n'acceptent pas d'être mis en minorité. Pour ces gens-là, c'est aux autres d'être minoritaires. Enfin, c'est traditionnel d'ailleurs dans la démocratie bourgeoise. Et en conséquence, ils quittent le congrès, en emmenant avec eux les sténographes, d'ailleurs ce qui fait qu'on n'a pas de compte rendu sténographique de ce congrès, et invite tous ceux qui sont d'accord avec eux à quitter le congrès. Le menchevique de Gauss, Soukhanov, écrira dans ses souvenirs qu'il s'agit à son avis quasiment d'un crime, d'une faute très grave. Lui voulait rester, mais il s'en va avec ses dirigeants, pourtant c'est l'aile gauche du menchevique. La majorité d'ailleurs des délégués qui se considèrent comme mencheviques et SR, parce qu'encore l'appartenance au parti est souvent assez floue, hein, comme l'écrit Trotsky dans son histoire de la Révolution russe, une partie des délégués bolcheviques n'avaient même pas leur carte du parti bolchevique. Ils se sentent bolcheviques, mais pas tous, heureusement, certains ont quand même leur carte. Et donc c'est un acte de guerre civile qui va se traduire par le fait que ces gens-là vont constituer aussitôt des comités de défense de la Révolution, et ce sera donc le deuxième acte caractéristique de la guerre civile. Troisième acte, les décisions que fait voter le congrès des soviets sur proposition des bolcheviks, bon, ils sont bien connus. L'un d'eux suscite un problème qui est très rarement évoqué. Je l'ai trouvé en dépouillant les comptes rendus donnés par les différents journaux, et en particulier dans celui de Gorky, où il souligne qu'à un moment, lorsque Lénine propose la loi sur la terre, un délégué soldat se lève et dit il ne faut pas que les déserteurs en bénéficient, parce qu'ils nous ont trahis. Vous avez à l'époque 2 millions de déserteurs. Un autre soldat lève la main et dit non, mais je suis pour que les déserteurs en bénéficient. Puis un autre prend la parole pour dire qu'il ne faut pas que les déserteurs en bénéficient. C'est Kamenev qui préside la séance et Trotsky qui dirige un peu les débats. Et alors ils ont un réflexe dont on peut considérer qu'il ressemble aux astuces parlementaires, mais je pense qu'il était très justifié, à savoir, ils disent, écoutez, on va renvoyer le problème en commission. Je pense qu'ils ont raison, car si le problème avait été débattu en plein congrès, on aurait abouti à une division entre ceux qui étaient pour que les déserteurs soient chassés du partage des terres et ceux qui considéraient qu'ils avaient déserté et donc ils avaient manifesté leur refus de la guerre, donc ils avaient bien le droit d'en bénéficier. Bien, la guerre civile va prendre ensuite une forme militaire à partir de la Constitution. Dès décembre 1917, d'une armée des volontaires dans le sud de la Russie, qui est d'abord dirigée par les généraux Alexeïev, ancien chef d'état-major de l'armée russe, qui était d'ailleurs allé réclamer à Nicolas II son abdication, malgré le serment de fidélité qu'il lui avait prêté, puis Kornilov et le général Dénikine. Bon, Alexeïev, 5 minutes. Bon, alors la fin de la guerre civile, vous allez la vivre à un rythme effréné. Alors c'est donc le début d'une guerre civile qui va, dont les forces principales vont s'appuyer sur les 2 belligérants. Alors, vous avez un général, Kozak, Kraslov, qui crée une armée de Cosaques du Don, soutenue et financée par les Allemands, les troupes allemandes sont juste à côté. Et puis Dénikine, lui,
est soutenu par les puissances alliées, mais qui sont loin. Et qui, une fois la défaite de l'Allemagne consommée, en novembre 1918, après la révolution de 1918, pourront le fournir en armes et en argent. Et puis, c'est le début d'une intervention militaire des puissances occidentales, et pas seulement, même le Japon, dans la Russie soviétique. Cette intervention s'explique pour une raison très simple, c'est qu'explique Clémenceau, lorsqu'il déclare le 21 janvier 1919, le bolchevisme s'étend. Si le bolchevisme, après avoir gagné l'Allemagne, allait traverser l'Autriche et la Hongrie et atteindre ainsi l'Italie, l'Europe serait mise en face d'un grand danger. Le président des États-Unis, Wilson, considère que le bolchevisme menace aussi les États-Unis. Le Japon décide d'envoyer des troupes en Sibérie, non pas qu'il pense que la révolution menace le Japon, il n'est pas encore touché, mais les empires coloniaux sont fragilisés, menacés par des mouvements nationalistes qui s'appuient en particulier sur la révolution russe. Donc cette guerre civile est une guerre internationale. Elle est internationale politiquement, le blocus de la Russie soviétique décrété par la France et l'Angleterre, et puis militairement, même si les forces militaires envoyées en Russie pour aider les armées blanches manifestent un enthousiasme extrêmement modéré pour participer au combat. Les forces anglaises, envoyées dans le nord de la Russie, à Mourmansk et Arkhangelsk, sont constituées de soldats de réserve qui en fait refusent d'avancer. Ça n'est pas toujours le cas. Les plus déchaînés sont les Grecs, une sorte de Lille, heureusement pour la Russie soviétique, qui sont décidés à venger les offenses que commet la Russie soviétique vis-à-vis de l'Église orthodoxe. Et ils sont tous liquidés après quelques mois de guerre. La guerre civile est donc perdue par les armées blanches, gagnée par l'armée rouge, perdue par les armées vertes aussi, c'est-à-dire les armées de paysans révoltés, et va aboutir à un certain nombre de conséquences. Première conséquence, alors j'en citerai que deux, de façon à rester dans le cadre des 5 minutes et mériter du président le même compliment que les précédents orateurs. La première conséquence, c'est la ruine totale du pays. Déjà au deuxième combat des soviets, un Menchelik avait interpellé Lénine et Trotsky en leur disant que vous allez prendre le pouvoir, mais qu'est-ce que vous allez faire? L'industrie est ruinée, les transports sont paralysés. Après 3 ans de guerre civile, c'est encore 10 fois plus vrai. Voici par exemple ce que raconte un officier allemand qui a participé à la retraite de l'armée de Kolchak qui occupait la Sibérie, qui à un moment a été balayée. Et il dit, notre marche n'est pas seulement celle de la mort, c'est encore celle d'une destruction aussi impitoyable que l'œuvre des Vandales. On a rendu inutilisables toutes les fabriques, tous les dépôts de chemin de fer, tous les ateliers de réparation. Et il cite 3 villes où il dit, rien n'est resté entier ce qui aurait pu servir aux roues, signaux, cabines d'aiguillage, postes de garde-voie, gares. De Loire à la Taïga, nous avons fait sauter 25 ponts qui semblaient bâtis pour l'éternité. Et il conclut, tout alentour n'est qu'un désert de sang et de ruines. Ça, c'est la première conséquence. Les bolcheviks se trouvent en 1921 à la tête d'un pays totalement ruiné. Et enfin, deuxième et dernière conséquence, la guerre exige une centralisation, même si un certain nombre de bolcheviks pensent qu'on peut l'amener avec des groupes de paysans autonomes qui décident chacun dans son coin ce qu'il a envie de faire. C'est la conception de Makhno des anarchistes d'ailleurs. Mais, comme dit Trotsky, 2 armées qui se battent doivent se ressembler forcément sur un certain nombre de points. Et ayant affaire à un adversaire centralisé, même s'il est centralisé à 4 endroits différents, Sibérie, Sud, etc., il faut bien construire une armée centralisée. Et dans la guerre civile, en plus, l'ennemi n'est pas seulement devant vous, il est à la fois devant, à côté et derrière. Donc il faut un appareil répressif. Tout ça aboutit à la constitution d'un appareil central dont le développement est symbolisé entre autres par 2 chiffres. En octobre 1919, le secrétaire d'économie centrale comporte 30 permanents. 2 ans plus tard, il en comporte 602. Vous voyez, une multiplication qui certes permet de lutter contre le chômage, mais enfin dont les effets sont évidemment extrêmement nocifs. Deuxièmement, un certain nombre d'éléments d'appareils centralisés doivent sont dissous. Par exemple, il y avait 60 000 membres des détachements de réquisition, et ce sera mon avant-dernière phrase. Lorsque on passe à la NEP, évidemment, ces détachements de réquisition doivent être supprimés. On ne va plus aller réquisitionner le blé chez les paysans, puisque c'est la NEP, puisqu'ils peuvent vendre leur surplus. Donc il faut les dissoudre. Lénine note dans son carnet qu'en faire, 2 points, les fusiller.
Voilà, je m'étonne que Stéphane Courant n'ait pas encore utilisé ça pour démontrer que Lénine était un monstre. Évidemment, il n'a fait fusiller aucun. Ça, c'est l'expression du fait que c'est un problème aigu, et une solution, il ne sait pas quoi faire d'ailleurs. Et en même temps, ces gens ont été habitués pendant 2 ans à agir par la force, la contrainte, etc. Et ils vont évidemment, une fois réintégrés dans la vie civile, ils sont en général membres du parti, essayer de prolonger ces méthodes dans la vie du parti. Ça ne sera pas si simple d'ailleurs. Je ne vais pas développer, peut-être dans ma réponse, j'y reviendrai. Ça ne sera pas si simple. Le parti gardera des habitudes de vie démocratique encore un certain temps. Mais ça va laisser une trace évidemment indélébile dans la mesure où la révolution va être, grâce à cette guerre civile internationale, isolée, confinée dans les limites de la seule Russie soviétique. Voilà, merci. Merci, Jean-Jacques. Moi, j'ai accepté ce petit défi de faire une intervention sur la question de la place des femmes dans la révolution russe, parce que ça me permettait de revenir un peu sur les raisons qui, en tant que vieille féministe, dans les années 1970, avaient fait qu'on avait été particulièrement sensibilisés, intéressés, notamment par les écrits d'Alexandra Kollontai et les différentes publications qui avaient pu se produire à cette époque. Mais évidemment, j'ai le gros désavantage de ne pas parler russe, de ne pas travailler sur des archives comme les historiens, donc ça reste très théorique. Donc je vais me contenter essentiellement de poser quelques questions et bon, on pourra revenir dans la discussion sur les points plus précis, mais c'est en ces termes. Alors, deuxième difficulté, je m'excuse d'insister sur les difficultés, mais j'avais comme objectif de faire quelque chose d'un petit peu plus original que je vais le faire, qui était de m'appuyer sur des textes de féministes de la même génération que les révolutionnaires russes, les femmes révolutionnaires russes, Madeleine Pelletier et notamment Emma Goldman, qui ont fait le voyage en Russie dans des conditions différentes et pour des raisons différentes d'ailleurs. Et il se trouve qu'à la relecture de leurs textes, la moisson est un peu pauvre, parce que Emma Goldman, ce qu'elle va en dire, c'est essentiellement par rapport à la question des anarchistes, qui évidemment la concerne très directement. Et Madeleine Pelletier fait une série de remarques, d'observations qui sont tout à fait judicieuses, mais elle ne les théorise pas, elle ne les développe pas. Donc je vais vous en faire part, peut-être en conclusion s'il me reste un peu de temps, mais du coup c'est pas... Bon, alors, donc je reviens à des choses qui sont plus basiques. Bon, alors, ceci dit, vu la moyenne d'âge dans la salle, je ne vais pas, pour être plus rapide, revenir sur le sort des femmes sous le tsarisme. Je vous signale que le bouquin de Jean-Jacques Marie est vraiment un très très bon bouquin pour avoir des tas d'éléments sur lesquels je reviendrai, mais vraiment c'est excellent, et notamment sur cette période pré-révolutionnaire où il revient sur le mouvement des femmes, des populistes et des femmes dans ce mouvement populiste, sur la condition des femmes ouvrières et paysannes, etc., etc. Donc je ne développe pas. Alors, quel est le programme des bolcheviks pour les femmes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandra Kollontai, c'est pas la seule qui va lutter pour les droits des femmes, pour faire avancer la question des femmes. Il y a Inès Armand, mais malheureusement, elle va décéder très rapidement, en 1920. Alexandra Kollontai va être écartée de la direction politique très rapidement aussi, en fonction de ses positions en tant que membre de l'opposition ouvrière, mais aussi pour d'autres raisons. Et en fait, dès 1922, son périple politique est terminé, puisqu'elle va être envoyée comme diplomate. Alors on dit c'est extraordinaire, une femme diplomate, mais c'est quand même aussi un moyen de la marginaliser dans la vie politique. Alors, quel est le programme des bolcheviks à l'époque? Bon, c'est un programme qui se veut un programme d'égalité totale en matière de droits entre hommes et femmes, on va y revenir. Deuxièmement, ça c'est un héritage qui est de tout le mouvement des femmes socialistes de l'époque,
lutter contre le double joug que subissent les femmes, aussi bien dans la famille que en tant que travailleuses, hein, ouvrières, paysannes, etc. Et ça devait passer par trois mesures essentielles. D'une part, des décrets sur lesquels que je vais rappeler très rapidement, qui égalisent la situation, notamment dans la famille, mais aussi par la socialisation des tâches domestiques, puisque, et là, de ce point de vue-là, tous les grands dirigeants du parti bolchevique de l'époque, que ce soit Lénine, Trotsky et quelques autres, insistent sur le fait que tant qu'il n'y aura pas des équipements collectifs, crèches, cantines, laveries, buanderies, etc., les femmes seront amenées à continuer cette activité à laquelle elles sont vouées depuis de toute éternité, mais que du coup, elles ne seront pas disponibles pour être citoyennes à part entière, s'investir dans la vie politique, etc. Alors, donc, premièrement, socialiser les tâches domestiques, et il y a l'idée que ça va être possible, au début, hein, et deuxièmement, entrer des femmes dans la production comme travailleuses pour assurer leur indépendance économique et ce qui est un élément évidemment de base fondamental. Bon, alors les décrets, ils ont été rappelés dans la presse, partout. Je vous renvoie y compris au petit encadré qu'a pu faire Jean-Jacques Marie dans l'Humanité du 6 novembre 17. Donc les premiers décrets, alors le droit de vote c'était déjà acquis avec le gouvernement provisoire, mais il va y avoir d'autres décrets. Ça va être sur en particulier la protection de la maternité des mères et des nourrissons, hein, qui va se développer sous différentes formes, et de ce point de vue-là, avec un congé maternité, avec une indemnité, enfin, un moyen de payer les congés, oui, justement. Ça va être les décrets sur tout ce qui va introduire l'égalité dans la famille entre hommes et femmes, et avec le fait que dorénavant se marier ou divorcer devient très facile. Hein. Ça va être aussi les décrets concernant le droit à l'avortement, qui là interviendra plus tardivement en 1920, même si on commence à en parler bien plus tôt. Et par ailleurs, le fait que l'homosexualité, on le met là-dedans, mais parce qu'on n'en parle pas directement, mais l'homosexualité n'est plus un délit, n'est pas un délit, et qu'il n'y a pas de législation répressive à cet égard. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, très vite c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, il va y avoir l'impulsion d'un mouvement, d'organisation des femmes. D'ailleurs, dès novembre 1917, il y a une grande assemblée des femmes à Saint-Pétersbourg, justement pour discuter d'ailleurs de la question qui rassemble 50 000 femmes, hein, c'est pas rien, pour discuter, je me trompe? Ah bon, d'accord. 50 000 femmes pour discuter des projets d'Alexandra Kollontai, qui avait beaucoup travaillé sur la question antérieurement, sur les questions de la protection de la maternité. Et voilà. Bon. Il va y avoir l'impulsion de clubs féminins, etc. Mais ça sera insuffisant pour les dirigeantes féministes, féministes, je vais y revenir, les dirigeantes, les militantes qui se battent pour les droits des femmes, comme Inès Armand et Alexandra Kollontai, et j'ai oublié la troisième qui est très importante. Voilà, Samoïlova. Et au bout du compte, c'est en 1919 que va être impulsé, je ne sais pas si je prononce bien, le Génodel, qui va être cette organisation sur tout le territoire, et qui va avoir comme fonction de faire entrer, au début en tous les cas théoriquement, dans la pratique, les engagements du gouvernement bolchevique. Alors, dans la période la plus intense, mais qui sera quasiment à la veille de sa disparition,
le Génodel apparemment rassemblait à peu près autour de 630 000 femmes. Alors, on va y revenir, ce qui est un peu problématique pour des féministes comme nous, c'est que ça se présente comme une organisation de femmes communistes. Bon, de toute évidence, enfin, sur la base des lectures que j'ai pu faire, en tous les cas, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que c'est une structure qui va essayer d'impulser, d'organiser les femmes pour défendre leurs droits et qui va aller au-delà, voire en tous les cas, à moins qu'on reprenne les indications qu'on nous a données sur la manière de devenir identifiée comme militante communiste de l'époque. En tous les cas, c'est un cadre de fait quand même assez large, mais avec cette définition de femmes communistes, d'organisation communiste. Donc je vais revenir là-dessus. Alors, ceci dit, au-delà des décrets, la réalité, évidemment, va être largement en deçà de ce qui était prévu, pour les raisons qui ont été indiquées à l'instant, c'est-à-dire la guerre civile, le fait que la situation économique est totalement dévastée. Donc, y compris sur le plan économique, les femmes ont beaucoup de mal à trouver un travail, ce qui fait que d'ailleurs, Alexandra Kollontai sera très fière d'avoir obtenu du Congrès des Soviets le fait qu'on donne et reconnaisse la nécessité d'embaucher des femmes dans les organismes municipaux, États, etc. Et deuxièmement, évidemment, tout ce qui est le projet de socialiser par le développement d'équipements collectifs est largement mis à mal. Alors, c'est ce que je reprends les chiffres qui sont donnés. En décembre 1920, on recense dans tout le pays seulement 567 crèches, 108 maisons de la mère et de l'enfant, 197 centres de consultation, 108 centres de fourniture de lait, 267 asiles pour enfants en bas âge et maisons de l'enfant. Bon, ce qui veut dire très concrètement que tout ce qui était en projet n'a pas pu se mettre en place, et ce qui veut dire très concrètement que les femmes continuent à assurer les tâches, l'entretien du ménage, etc. D'ailleurs, que ce soit, et encore plus dans les campagnes que dans les villes, et encore plus encore dans la partie orientale de l'URSS, en fonction en plus de la prégnance de l'idéologie, enfin, de toute façon dans la campagne, la prégnance de la religion est encore très forte malgré tout, et la religion musulmane qui fait l'objet de discussions, etc. Bon. 5. Voilà. Alors, donc, pourquoi je pense qu'on ne peut pas dire néanmoins que c'est une révolution féministe. C'est un titre qui a été mis dans l'UMA, là, et je trouve que c'est... Oui, je me doutais, mais non, je trouve que c'est dommage de mettre ce genre de titre, d'abord parce que les dirigeantes du parti bolchevique elles-mêmes ne se définissaient pas comme féministes, et elles vont même faire passer leur temps à se définir contre le mouvement féministe, assimilé au mouvement féministe bourgeois. Je ne vais pas développer là-dessus, c'est tout un débat, mais voilà. Ce qui est quand même un signe d'un deuxième problème, à mon avis, c'est la question de la théorie de l'oppression. C'est-à-dire que ce qui est les bases théoriques, c'est Engels, actualisé, hein, mais c'est Engels, c'est-à-dire l'idée que, ça s'est très développé par Alexandra Kollontai dans ses textes, il y a une crise de la famille qui est ouverte par le développement du capitalisme, dans toutes les couches sociales d'ailleurs. Cette crise est favorable à la disparition de la famille traditionnelle, et surtout, ça enlève toutes les bases à une oppression de la part des hommes du prolétariat sur les femmes. Dans la réalité, évidemment, les dirigeantes ne sont pas stupides, et elles ont des remontées du terrain qui prouvent que c'est pas exactement ça qui se passe, mais en fait, la seule chose, ce n'est pas théorisé,
C'est-à-dire qu'il y a même l'inverse. Alexandra Kollontai, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je m'en étais pas aperçue à la première lecture, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps. En relisant, ça m'a frappé. C'est que elle parle, il y a deux, en fait, elle voit le combat entre deux idéologies. L'idéologie bourgeoise, donc qui enferme la femme dans ce rôle domestique, etc., tout en développant le travail salarié avec tout ce que ça peut avoir comme élément de contradiction. Et deuxièmement, l'idéologie prolétarienne, dite comme ça, idéologie prolétarienne qui spontanément finalement est favorable à l'émancipation des femmes, c'est qu'il y a une convergence spontanée. C'est-à-dire que l'analyse de l'oppression des femmes comme un système global qui se traduit par un contrôle des corps, un contrôle du travail, un contrôle et une volonté de maintenir en particulier le bien-être des hommes dans la famille, parce que c'est ça qui va remonter aussi, c'est que face aux mesures qui sont proposées, il y a une résistance qui s'affirme, y compris de militants du parti, qui disent qu'il n'est pas question que ma femme adhère au parti si elle néglige le travail à la maison et que je ne peux pas arriver avec la cuisine faite. Bon, donc, voilà. Et ça, cette analyse n'est pas du tout faite. Bon, c'est pas pour porter des jugements, mais c'est pour voir exactement. Alors, je ne développe pas, il y a tout un débat sur 2 minutes. Alors, je voulais juste dire que Alexandra Kollontai n'a pas fait que des textes théoriques. Elle a fait aussi des romans. Il y a en particulier 2 romans que moi j'ai pu lire parce qu'ils sont traduits. C'est d'une part L'amour de 3 générations, qui essaie de voir justement comment la question de la liberté sexuelle des femmes et du choix de leur conjoint se traduit au fil des générations. La dernière génération qu'elle analyse, c'est une jeune qui s'appelle Genia, je ne sais pas si c'est ça comme on prononce, qui elle va, enfin j'en parlerai tout à l'heure. Donc, deuxième bouquin qui est très intéressant, c'est L'amour des abeilles travailleuses. Enfin, c'est comme ça que ça a été traduit, c'est un ensemble, mais ce roman qui met en scène une jeune ouvrière qui s'appelle Vassia, en 1922, qui rencontre un militant, enfin, oui, un militant, mais aussi un boulanger, qui fait partie de la coopérative de boulangerie en 1917, et qui, on voit l'évolution de leur relation dans le contexte de la guerre civile, puis de la NEP, et c'est très intéressant. Ces romans ont fait l'objet de campagnes de dénonciation très importantes, non seulement de la part de dirigeants du parti bolchevique, et notamment de l'Internationale, quand elle sera bien prise en main par les défenseurs de Staline. Merci.